Les preuves sont indéniables. Les Américains sont plus polarisés que jamais. Les sondages montrent que de nombreux Américains pensent qu'une autre guerre civile est inévitable. Serait-il préférable de se dire au revoir maintenant, avant d'en arriver à ce point? Si l'histoire est un indicateur, ce n'est pas très probable. 150 ans après la guerre civile, les blessures ne sont pas totalement cicatrisées et ces leçons commencent à s'effacer de la mémoire. Il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant qu'une autre partie du pays tente de revendiquer son indépendance. Examinons quelle partie du pays est la plus susceptible de faire sécession et comment elle pourrait s'en sortir. La Nouvelle-Angleterre. Tout d'abord, remontons très loin et examinons le premier mouvement de sécession aux États-Unis. Nous ne parlons pas du Sud. Nous parlons de la Nouvelle-Angleterre. Dans son discours d'adieu, George Washington a mis en garde contre les partis politiques comme quelque chose qui diviserait la jeune nation. Cela a duré, pas très longtemps. John Adams, successeur de Washington en Nouvelle-Angleterre, était un Massachusettien et membre du Parti fédéraliste. Cela a amplifié les préoccupations de la Nouvelle-Angleterre. Mais après le départ d'Adams, la voix de la Nouvelle-Angleterre a diminué pendant un certain temps. Le fédéraliste Adams a cédé la place aux démocrates républicains Thomas Jefferson et James Madison de Virginie. Pendant le Congrès continental, la peur de la Nouvelle-Angleterre d'être dominée par le Sud avait presque empêché la formation de la nation dans son ensemble. Comme la Nouvelle-Angleterre le redoutait, le Sud renforçait son pouvoir. Les États du Nord doivent être gouvernés par la Virginie, ou doivent gouverner la Virginie, et il n'y a pas de terrain d'entente, a averti le New-Yorkais Aaron Burr. De plus, les vieilles familles de la Nouvelle-Angleterre méprisaient les immigrants allemands, irlandais et écossais-irlandais qui affluaient dans le pays. Ces descendants de puritains se méfièrent de la séparation de l'Église et de l'État, car ils voyaient la vie publique comme inextricablement liée à la vertu privée. Et vous savez peut-être qu'il y avait certaines choses dans la vie privée de Jefferson qui faisaient que ce n'était pas un si mauvais point. Les préoccupations fédéralistes ont été amplifiées par l'achat de la Louisiane sous Jefferson, qui menaçait de diluer encore plus l'influence du Nord. L'achat de la Louisiane a attiré également les Espagnols, Français et Indiens. Alors que la Nouvelle-Angleterre débattait de quitter un pays à peine vieux d'un quart de siècle, il ne faisait aucun doute qu'ils avaient le droit légal de se séparer. Les gens s'opposaient à la sagesse de la sécession. N'ont pas leur droit légal de le faire. Des New Englanders comme Charles Pinckney en sont venus à croire que la sécession était leur seul choix, et que pour que le mouvement réussisse, ils avaient non besoin que New York se joigne à eux. Ils ont planifié l'élection d'Aaron Burr comme gouverneur de New York. Une fois élu, Burr dirigerait New York vers le mouvement de sécession de la Nouvelle-Angleterre. Mais après une campagne exceptionnellement acrimonieuse, Burr a perdu de justesse l'élection. Alexander Hamilton a publiquement qualifié Burr d'homme dangereux pour avoir envisagé le complot de sécession. Ceci a été l'impulsion pour le duel le plus célèbre de l'histoire américaine. Le meurtre de Hamilton par Burr en a fait un méchant national, déjouant les plans de sécession de la Nouvelle-Angleterre. Suite à la guerre de 1812, le mouvement sécessionniste de la Nouvelle-Angleterre a totalement chuté, mais ses arguments ont fortement impacté les sécessionnistes du Sud, tels que John C. Calhoun. Bourse d'études et sondages. Mais à la fin de la guerre civile, il est devenu clair que les États n'avaient aucun droit légal de faire sécession. La Cour suprême a codifié la situation dans l'affaire Texas v. White en 1869. La Cour a décidé que, comme les États ne pouvaient se séparer, les lois de la Confédération n'avaient pas de validité juridique. Et pourtant, les mouvements de sécession sont courants aux États-Unis. Ces mouvements ont généralement plusieurs points communs. Un appel à l'identité régionale, la rhétorique de la Révolution américaine, et un engagement à atteindre l'indépendance par des moyens non violents, du moins nominalement. Le soutien à la sécession pourrait être plus fort que jamais. La réélection de Barack Obama, en 2012, a conduit à des pétitions pour la sécession de tous les 50 États, totalisant près d'1 million de signatures. En 2015, la Californie et l'Oregon ont soumis des pétitions de vote pour la sécession. Un sondage de 2018 a montré que 68% des Américains soutenaient le droit d'un État à se séparer pacifiquement. Un sondage de 2021 a montré que le soutien à la sécession était le plus fort parmi les républicains du Sud, bien qu'il soit encore répandu dans tout le pays. Les chercheurs notent que la sécession est incroyablement rare dans les démocraties stables comme les États-Unis. Pour une séparation sans violence, les régions sécessionnistes doivent persuader non seulement leur population, mais aussi le reste du pays de les laisser partir pacifiquement. Il y a ici un paradoxe qui rend la sécession si difficile. Les régions ayant une grande autonomie sont souvent le foyer de mouvements d'indépendance, renforçant la croyance en leur capacité à s'autogérer. Mais cette autonomie sape le besoin d'indépendance en premier lieu, de sorte que les régions sont moins susceptibles de trouver la sécession nécessaire en premier lieu. L'inverse est également vrai. Un gouvernement central oppressif augmente le désir d'indépendance.
Mais la botte lourde entrave la formation de mouvements de sécession. On l'appelle le paradoxe de la peur-confiance, et les chercheurs l'ont utilisé pour étudier les mouvements de sécession en Écosse, en Catalogne et au Québec. Mais nous parlons des États-Unis d'Amérique. S'il y a une chose qui ne nous manque pas, c'est la confiance. Alors, examinons de plus près les mouvements de sécession qui bouillonnent sous la surface de la vie américaine. Cascadia. Certains mouvements de sécession impliquent des États individuels, certains impliquent plusieurs États, et parfois les mouvements de sécession traversent entièrement les frontières nationales. C'est le cas de Cascadia, un État indépendant proposé dans le nord-ouest du Pacifique, qui combinerait les États de Washington et de l'Oregon avec la province canadienne de la Colombie-Britannique. Depuis la colonisation par des non-autochtones, les résidents du Nord-Ouest se voient en tant que peuple distinct, pionniers autonomes, légèrement plus proches de la nature. L'identité régionale est fortement marquée par les enjeux environnementaux. On l'appelle le biorégionalisme, et les partisans de l'indépendance de Cascadia croient que l'écologie unique du Nord-Ouest du Pacifique est un argument pour la sécession et l'autogouvernement. Le mouvement a même son propre drapeau, représentant le sapin de Douglas, toujours vert. On l'appelle le drapeau Dog. Et pour les montagnes Cascades, à son extension maximale, la région comprend des parties du Montana, de l'Utah, de l'Idaho, du nord de la Californie, et s'étend jusqu'au Yukon. Un autre nom pour la région est la nation du saumon, en hommage au poisson qui a nourri les populations indigènes de la région pendant des milliers d'années. Mais la plupart des efforts se concentrent sur les centres urbains de Seattle, Portland et Vancouver, qui sont de plus en plus connectés. Parlés comme une méga-région émergente, ensemble, Washington, l'Oregon et la Colombie-Britannique abritent 17 millions de personnes et génèrent 1,1 milliard de dollars de biens et services chaque année. En 2008, le Pacific Coast Collaborative a promu la coopération américano-canadienne sur des sujets tels que la foresterie, la pêche, la gestion des catastrophes et le transport. Les propriétaires d'entreprises décrivent un corridor technologique de Cascadia avec Microsoft, Amazon et Boeing à Seattle, Pentium et Nike à Portland, et des industries de films et de jeux vidéo de classe mondiale à Vancouver. L'ancien maire de Seattle, Paul Schell, croit en l'avenir partagé de la région, affirmant que la Cascadia représente mieux que les États, les pays et les villes, les réalités culturelles et géographiques du couloir. L'enthousiasme est particulièrement fort du côté canadien de la frontière, où le soutien à l'indépendance est passé de 17% à 27% entre 2018 et 2019 seulement. Les jeunes Canadiens sont enclins à soutenir la sécession et se sentent étrangers à leurs proches voisins, l'Alberta conservatrice et dépendante de l'industrie pétrolière à l'est de la Colombie-Britannique. En 1975, Ernest Callenbach a publié son roman influent Ecotopia, sur une nation fictive comprenant l'Oregon, Washington et des parties du nord de la Californie, où les préoccupations environnementales étaient le principal centre d'intérêt de la politique. En 1986, l'Evergreen State College a accueilli le premier congrès biorégional de Cascadia. Le mouvement Cascadia séduit les anticapitalistes, anarchistes et critiques des États-nations. Ces personnes veulent voir les frontières effacées. Après l'élection de Donald Trump en 2016, les visites sur le site web Cascadia Now ont augmenté. Pourtant, le mouvement Cascadia a toujours maintenu ses références progressistes en tension mal à l'aise avec les racines libertaires de la région. Avant la guerre civile, les nouveaux territoires se demandaient s'ils devaient adhérer avec ou sans l'esclavage. L'Oregon, seul État à le faire, a choisi d'interdire complètement les personnes d'origine africaine. Depuis les années 1970, en parallèle avec les courants environnementalistes poursuivant leur écotopie, la région a été l'objet de fantasmes suprémacistes blancs d'un ethno-État exclusivement blanc qu'ils appellent l'impératif territorial du Nord-Ouest. Le nom et le drapeau de Cascadia ont été appropriés par des suprémacistes blancs, comme le Front du Nord-Ouest, qui appellent à une nation blanche souveraine dans le Nord-Ouest Pacifique. En 2017, un homme qui avait posté sur Facebook, appelant à faire de Cascadia une patrie blanche, a tué 2 personnes dans le tramway de Portland. Les nationalistes blancs de la région sont notoires pour utiliser l'imagerie hipster, mélangeant la rhétorique progressiste autour des questions environnementales, avec des appels à la pureté raciale, et se cachant dans des canaux Discord avec des noms comme Cascadian Coffee Company. Donc, si vous êtes en Cascadia et qu'on vous propose de rejoindre une entreprise de café en ligne, il serait préférable de réfléchir à 2 fois. Aztlán. Lorsque les Espagnols sont arrivés au Mexique, ils ont trouvé les Aztèques vivant dans la majestueuse ville de Tenochtitlan. Mais les Aztèques n'ont pas toujours vécu là. Selon le Codex Albin, ils venèrent de loin au nord, d'un endroit appelé Aztlán. Les historiens ont tendance à situer Aztlán soit dans le nord-ouest du Mexique, soit dans le sud-ouest des États-Unis.
Au fil des siècles, Aztlán est devenu un cri de ralliement pour les droits des indigènes et un symbole des terres mexicaines prises par les États-Unis. La guerre américano-mexicaine a pris fin en 1848 avec le traité de Guadalupe Hidalgo. Les États-Unis sont sortis de la guerre avec les futurs États de Californie, Utah et Nevada, ainsi que des parties du Colorado, de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et du Wyoming. Beaucoup sont restés chez eux, même quand la terre a changé de propriétaire. Leurs enfants sont devenus en partie Chicanos, des personnes d'origine mexicaine nées aux États-Unis. Pendant l'activisme des années 1960, le mouvement Chicano s'est affirmé à travers des groupes comme les Brown Berets, avec des tactiques tirées des Black Panthers. Le mouvement Chicano s'est affirmé à travers des groupes comme les Brown Berets, avec des tactiques tirées des Black Panthers. Ils jugèrent le traité de Guadalupe Hidalgo illégitime, légalement ou naturellement. Certains ont plaidé pour la création de la República del Norte, une république du Nord, qui donnerait les États du Sud-Ouest au Mexique. En 1969, le plan spirituel d'Aztlán a déclaré la réincorporation d'Aztlán comme le destin inévitable des Chicanos, qui combinerait la zone perdue lors de la guerre américano-mexicaine avec les États du nord-ouest du Mexique, de Baja, Sonora et Chihuahua. Ce rêve a été qualifié de la Reconquista, la reconquête, en allusion à la reconquête catholique de l'Espagne musulmane. Le rêve d'Aztlán est maintenu en vie par des universitaires comme Charles Trujillo, professeur de droit à l'Université du Nouveau-Mexique, qui a été cité au moins une fois en disant qu'une telle nation devrait être créée par tous les moyens nécessaires. Mais surtout, il était convaincu qu'un changement démographique progressif conduirait à une majorité Chicano, qui voterait pour rejoindre le Mexique. Trujillo avait aussi des idées juridiques marginales, utiles pour les mouvements de sécession ailleurs. Il pensait que la Constitution n'avait pas remplacé les articles de la Confédération, donc la garantie de souveraineté, de liberté et d'indépendance des États qu'ils offrirent était toujours valable. La plupart des juristes sont en désaccord et soulignent qu'après tout, le nom complet du document était les articles de la Confédération et de l'Union perpétuelle. José Ángel Gutiérrez, professeur de sciences politiques à l'Université du Texas, est d'accord pour dire que les remplacements démographiques remettront les choses en ordre, disant « Oh, c'est notre patrie et nous y avons droit. Nous sommes les hôtes, tout le monde est un invité », ajoutant « Ce n'est pas de notre faute si les Blancs ne font pas de bébés ». La Reconquista a été adoptée par le Front national du Mexique, qui se décrit comme positionniste de troisième position et a refusé à demi-mot les accusations de fascisme. En plus des terres d'Aztlán, le Front national ouvertement expansionniste appelle également le Mexique à annexer des parties de l'Amérique centrale. Le rêve d'Aztlán s'est profondément infiltré dans la culture mexicaine. Vincent Fox a été président du Mexique de 2000 à 2006. Il se décrivait comme le président de 123 millions de Mexicains, 100 millions au Mexique et 23 millions de plus aux États-Unis. En 2008, Absolut Vodka a été critiqué pour une publicité montrant le Mexique avec ses frontières pré-1848. L'entreprise a justifié le panneau en évoquant une époque que les Mexicains pourraient considérer comme idéale. Certains pensent que ce temps nous revient, mais ces mouvements de sécession ne se limitent pas à rejoindre des pays étrangers ou des groupes d'États. Des appels proviennent uniquement de Californie. Notre plus grand État en termes de population et le troisième en termes de superficie, il n'est pas surprenant que la Californie ait fait l'objet de nombreux appels à l'indépendance. Elle a été incluse dans des plans pour rejoindre le Mexique dans le cadre de la República del Norte. Le nord de la Californie a été inclus dans les appels pour une Cascadia indépendante. Encore plus que les mouvements de sécession, la Californie a fait l'objet de nombreux plans de partition. 220 depuis qu'elle a obtenu le statut d'État en 1850. Elle a déjà été divisée une fois, en 1804, lorsque les Espagnols ont divisé Alta, ou Haute-Californie, qui était dominée par les missionnaires franciscains, de Baja California au sud, qui était dominée par les dominicains. Suite à la guerre américano-mexicaine, les États-Unis ont revendiqué Alta California, tandis que Baja est restée mexicaine. En 1965, le Sénat de l'État de Californie a voté pour diviser l'État en deux, mais la proposition est morte dans l'Assemblée de l'État. Le contraire s'est produit en 1992. Une proposition de partition a été adoptée par l'Assemblée, mais est morte au Sénat de l'État. Alors que les questions culturelles devenaient plus tendues dans 2000, les plans de partition ont évolué d'une simple division nord-sud à des divisions le long des lignes culturelles, séparant la métropole de San Francisco et de LA des zones plus rurales et conservatrices. Pourtant, les plans pour une sécession pure et simple ont été rares, même si une Californie indépendante aurait la 5e plus grande économie du monde. Oui, California est un comité d'action politique qui plaide pour la sécession de la Californie. Il a été fondé par Luigi Marinelli, précédemment opposé au mariage homosexuel. Néanmoins, Marinelli a déclaré avoir revu sa position sur les questions lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres.
et a dit aux médias que les Californiens étaient les plus aptes à gouverner la Californie. En 2023, Yes California a introduit une mesure de scrutin proposant la sécession des villes côtières. Cette fois, Marinelli a été explicite sur son désir de sortir la Californie des États-Unis pour que les libéraux et progressistes d'extrême gauche, qui ruinent le pays dans son ensemble, aillent construire leur propre utopie progressiste. Marinelli a passé 5 ans à enseigner en maternelle en Russie. Et oui, la Californie a été accusée de prendre de l'argent russe. Il réside désormais en Arkansas. Le Parti national de Californie, ou Parti national de Californie, est un mouvement authentique, créé par des individus désireux d'y vivre, s'inspirant du Parti national écossais. Le Parti national de Californie soutient la sécession, mais a également des plans pour le présent. Des impôts plus élevés pour les plus gros salaires, un programme fédéral de réparation et une banque d'État de Californie pour remplacer les services de prêt sur salaire prédateur. Le Parti national de Californie, centre de la Silicon Valley, encourage la création d'un fonds d'innovation à l'échelle de l'État pour soutenir la recherche essentielle sur l'énergie propre et la conservation de l'eau. De cette façon, le Parti national de Californie espère poser les bases de l'indépendance éventuelle de la Californie. Pour notre prochaine sécession, nous devrons nous diriger vers l'ouest. Non, pas à l'est! Ne vous inquiétez pas, nous arriverons à ces Texans, à l'État qui est déjà littéralement indépendant du reste du pays. Hawaï, le dernier État à rejoindre l'Union. Pourrait-il aussi être le premier à partir? L'histoire de l'incorporation d'Hawaï aux États-Unis est assez récente et assez controversée pour rendre l'indépendance là-bas particulièrement plausible. Hawaï a été découverte par les Européens en 1778. Un siècle après, la population autochtone a chuté de 90% à cause de la violence et des maladies. Il ne restait que 50 000 autochtones. En 1893, la reine Liliuokalani a été renversée dans un complot qui a laissé Saner'dol président d'un Hawaï indépendant, bien que l'île soit devenue un territoire américain quelques années plus tard. Comme les groupes indigènes à travers l'hémisphère occidental, les Hawaïens autochtones ont continué à souffrir de mauvaise santé, de faible éducation et de taux élevés de chômage et d'incarcération. Les années 1960 ont vu une augmentation de l'activisme mondial, y compris à Hawaï. Mais alors que d'autres mouvements se sont estompés à la fin de la décennie, l'activisme à Hawaï s'est intensifié tout au long des années 1980, l'urbanisation et l'augmentation du tourisme rendant les problèmes d'inégalité plus flagrants. En 1993, le Congrès a adopté la résolution d'excuses qui reconnaissait que la reine Liliuokalani avait été illégalement déposée avec le soutien des États-Unis. La loi de réorganisation du gouvernement autochtone hawaïen de 2009 aurait établi une reconnaissance fédérale d'un gouvernement indigène, que le département d'État aurait dû traiter comme une nation souveraine à une autre. Néanmoins, les groupes défenseurs des droits indigènes se sont opposés à la loi imposant une limite de 20 ans pour déposer des plaintes contre le gouvernement américain. La loi de réorganisation est contestée par des groupes comme Kalawi Hawaii, un groupe de base pour la souveraineté hawaïenne, formé en 1987, qui hisse le drapeau de l'État hawaïen à l'envers en signe de détresse et de dissension. Un autre groupe, Kappa Kokao, a organisé le Tribunal international du peuple en 1993, qui a réuni des groupes indigènes du monde entier pour un procès spectacle dans lequel le gouvernement américain a été jugé pour violation du droit international et reconnu coupable. De nombreux groupes poussant pour l'indépendance hawaïenne envisageaient la restauration de la lignée royale de la reine Liliuokalani. D'autres, comme la nation d'Hawaï, plaident pour une république. Certains activistes pour l'indépendance tentent d'utiliser des manœuvres juridiques, arguant que l'annexion d'Hawaï n'était pas juridiquement contraignante en raison des violations répétées du traité par les États-Unis. En 2015, le département de l'Intérieur a déclaré vouloir reconnaître un gouvernement tribal des autochtones d'Hawaï. Selon les activistes, les exemples continentaux montrent que la reconnaissance tribale n'aboutit jamais à une souveraineté totale. Un meilleur chemin pourrait être tracé par Pu'uhonua au Waimanalao, une commune de 45 acres à l'extrémité ouest d'Oahu, dirigée par Dennis Kanahele, surnommé Bumpy. En 1987, Kanahele a dirigé la prise d'une station de la garde côtière abandonnée et l'a occupée pendant 14 mois, malgré des affrontements armés avec la police. Finalement, Kanahele a été arrêté et a passé 14 mois en prison, temps qu'il a consacré à la poursuite de la construction de son mouvement. 1993 fut une année intense pour les activistes hawaïens. C'était le centenaire du renversement de la reine Liliuokalani. Kappa Kokao a rassemblé des groupes indigènes du monde entier pour le Tribunal international des peuples, et les États-Unis a émis la résolution d'excuses en reconnaissance de la déposition illégale de la famille royale. Le gouverneur John Waihee, le premier gouverneur d'origine hawaïenne indigène, a déclaré que l'indépendance n'était pas une question de si, mais une question de comment, quand et sous quelle forme. Cette année-là, Bumpy Kanahele a mené 300 manifestants pour occuper la plage de Makapu à Oahu. Ils ont commencé à construire des habitations en bord de mer.
Bon marché mais risqué pour leur vie. Le gouverneur Waihi a proposé un accord 15 mois plus tard. Les manifestants quitteraient la plage de Makapu en échange de 45 acres au pied des montagnes de Kulao, à proximité, à louer pendant 55 ans à un coût de seulement 3 000 $ par an. Le groupe a consenti à instaurer un gouvernement local dirigé par 4 femmes, nommé le Conseil des Antilles. La commune se soutient en partie grâce à la culture du cannabis et elle a une crypto-monnaie appelée Aloha Coin. Mais les Hawaïens ne sont pas le seul groupe indigène à avoir réclamé leur propre nation souveraine. République de Lakota. Le 17 décembre 2007, un groupe d'Indiens Lakota a annoncé son intention de se retirer de tous les traités conclus avec le gouvernement américain, déclarant la République indépendante de Lakota. Le groupe a cité la Convention de Vienne de 1969 qui stipule que les traités peuvent être annulés si l'une des parties a menti ou violé les droits de l'homme. L'annonce est intervenue quelques mois seulement après la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, un accord non contraignant que les États-Unis avaient néanmoins refusé de signer. La République proposée de Lakota engloberait environ 93 000 miles carrés de terre à travers les États des Grandes Plaines du Nord. Les limites coïncident avec celles établies par le traité de Fort Laramie de 1851 et sont citées avec une grande précision. Une ligne irrégulière marquant la rivière Yellowstone au nord, la rivière North Platte au sud, la rivière Missouri à l'est et l'ouest. La citoyenneté de la République de Lakota serait ouverte à toute personne prête à renoncer à son passeport américain. L'économie dépendrait de l'exploitation des quantités massives d'énergie éolienne balayant les Grandes Plaines. Le peuple Lakota fait partie de la nation Sioux. Les Européens, de petits agriculteurs, vivaient dans la vallée de la rivière Ohio à leur arrivée. Avec la perturbation du colonialisme, les Lakota se sont déplacés vers l'ouest vers les Grandes Plaines, devenant des cavaliers habiles et des chasseurs de bisons, finissant par devenir la tribu la plus puissante des Sioux. En 1851, les Lakota ont signé le premier traité de Fort Laramie, dans lequel on leur promettait la domination sur les Grandes Plaines en échange de la permission accordée aux colons américains de passer par la piste de l'Oregon. Le traité devait durer aussi longtemps que la rivière coule et que l'aigle vole. Le deuxième traité de Fort Laramie, en 1868, promettait le contrôle tribal de près de la moitié de l'actuel Dakota du Sud. Mais quelques années plus tard, cet accord a été rompu avec la découverte de l'or dans les Black Hills. Malgré des victoires Lakota comme la bataille de Little Bighorn en 1876, l'afflux de chercheurs d'or ne pouvait pas être endigué. En 1877, les Lakota ont cédé les Black Hills aux États-Unis. Mais la cession est controversée, car de tels accords étaient censés inclure le consentement des 3/4 des hommes Lakota. En 1903, dans l'affaire Lone Wolf v. Hitchcock, la Cour suprême a statué que le Congrès avait le pouvoir, connu sous le nom de pouvoir plénier, de mettre fin unilatéralement au traité avec les tribus indiennes. Aujourd'hui, les Lakota occupent la réserve de Pine Ridge, dans l'un des comtés les plus pauvres des États-Unis. La réserve est constamment morcelée car les terres sont louées ou vendues à des intérêts militaires, forestiers et miniers. Une estimation affirme la perte de 50 millions d'acres en seulement les 50 dernières années. Le massacre de Wounded Knee, où près de 300 Lakota sont morts, s'est produit à la réserve de Pine Ridge en 1890. En 1973, le site a été occupé pendant 71 jours par des membres du mouvement des Indiens d'Amérique, y compris l'activiste Russell Means. Means est né dans la réserve de Pine Ridge en 1939. Il a rejoint le mouvement des Indiens d'Amérique et a participé à ses occupations d'Alcatraz et du mont Rushmore avant de devenir acteur avec des rôles dans Le Dernier des Mohicans, Pocahontas de Disney et Curb Your Enthusiasm. En 1980, les Lakota se sont joints à d'autres tribus Sioux pour intenter un procès contre les États-Unis pour violation des traités entourant les Black Hills. La Cour suprême a statué en faveur de la tribu et leur a accordé un règlement de 105 millions de dollars. Mais les Sioux ont refusé l'argent, car l'accepter signifierait renoncer à leurs revendications sur la terre. L'argent demeure sur un compte, générant des intérêts en attente d'acceptation. En plus de la violation des accords de traité, la délégation de 2007 a cité les conditions de vie déplorables de la réserve. Pine Ridge et sa voisine, la réserve de Rosebud, représentent les deux comtés les plus pauvres des États-Unis. En hiver, les températures descendent à des niveaux arctiques et le vent hurle à travers les maisons mal entretenues. Après avoir présenté au département d'État leur avis de sécession, la délégation a pris contact avec les ambassades de pays où les sentiments anti-américains sont vifs. Serbie, Venezuela, Bolivie. La grande faille dans le plan était qu'ils n'avaient aucun soutien de leur propre gouvernement tribal. La délégation avait procédé de son propre chef et était principalement basée autour du charismatique Russell Means. La République de Lakota maintient son site web de documents juridiques, mais son énergie a diminué avec la mort de Means en 2012
Mais jetons un coup d'œil à la région la mieux connue pour ses tendances à la sécession, le Sud. Ligue du Sud. 150 ans après la guerre civile, nous constatons que les anciens États de la Confédération abritent toujours certains des mouvements de sécession les plus actifs de la nation. La Ligue du Sud est une organisation néo-confédérée fondée en 1994 qui vise à établir une République du Sud libre et indépendante avec un mode de vie plus traditionnel, centré sur l'Église. Autrefois membre du Front nationaliste néo-nazi, la Ligue du Sud a été un acteur majeur dans l'organisation du rassemblement Unite the Right à Charlottesville, Virginie, connu aussi comme le rassemblement aux torches Tiki, et d'un rassemblement White Lives Matter à Shelbyville, Tennessee. Elle a été désignée comme un groupe de haine par le Southern Poverty Law Center en 2014 and Sedom Osner. La Ligue a des liens surprenants avec le monde universitaire. Michael Hill, président et ancien professeur d'histoire britannique au Stillman College, un établissement historiquement noir à Tuscaloosa, Alabama. La Ligue est pleine d'images tirées de la mythologie celtique. Hill lui-même apparaît souvent vêtu de la croix de Saint Andrew du drapeau écossais. Un autre fondateur précoce, Thomas Woods, est un historien formé à Harvard et un commentateur libertaire qui s'est depuis distancié du groupe. Une nation indépendante dirigée par la Ligue du Sud comprendrait une immigration sévèrement limitée et aucune armée permanente, aucun impôt sur le revenu personnel ou la propriété. Une telle nation stigmatiserait à nouveau ce qu'elle appelle la perversion et tout ce qui cherche à saper le mariage et la famille. En plus de la Confédération, la Ligue s'inspire de la Lega Nord italienne dans le nord de l'Italie, qui utilise également un supposé héritage celtique pour faire ses appels au séparatisme régional. En 2006, la Ligue du Sud a envoyé des représentants à la première convention sécessionniste nord-américaine, qui a rassemblé des groupes d'indépendance de tout le pays. L'année suivante, la Ligue du Sud a co-organisé l'événement avec la Deuxième République du Vermont, dont nous entendrons parler plus tard. Une milice pour la Ligue, appelée les Indomptables, s'est finalement transformée en force de défense du Sud. Les membres ont été recrutés avec le slogan « Prêt à être un homme parmi les hommes », repris des affiches de recrutement pour l'armée rhodésienne dans les pendant l'activisme des années 1960. Le mouvement Chicano s'est affirmé à travers des groupes comme les Brown Berets, avec des tactiques tirées des Black Panthers. La Rhodésie est devenue une référence populaire pour les nationalistes blancs en raison de leurs efforts pour maintenir un ethno-État blanc séparé en Afrique. En 2015, le groupe a célébré l'assassinat d'Abraham Lincoln, glorifiant son assassin, John Wilkes Booth, comme un héros du Sud. L'objectif de la Ligue du Sud est de faire sécession et d'établir un Sud indépendant qui interdirait le mariage interracial et établirait une hiérarchie quasi-féodale composée de supérieurs, d'égaux et d'inférieurs, seraient autorisés dans le pays tant qu'ils reconnaissent la supériorité de la majorité anglo-celtique. Examinons de près certains autres groupes présents à la conférence sur l'indépendance. Seconde République du Vermont. En 2006, la Maison d'État à Montpellier, Vermont, a accueilli un rassemblement inhabituel de groupes venus de tout le pays. C'était la première convention séparatiste nord-américaine qui a réuni des mouvements indépendantistes comme Free Hawaii et le Parti de l'indépendance de l'Alaska, ainsi que la Ligue du Sud et l'Exode chrétien, qui visaient à établir une théocratie souveraine en dehors des États-Unis. La réunion a été organisée par un groupe appelé la Seconde République du Vermont, ou Seconde République du Vermont, un groupe sécessionniste avec un mélange complexe d'allégeances politiques. Thomas Naylor a fondé le Seconde République du Vermont en 2003. Dans le Manifeste du Vermont, son livre autopublié, Naylor expose les objectifs clés du groupe. Arrêter les engagements militaires à l'étranger et promouvoir la justice environnementale. En 2004, le Seconde République du Vermont a publié la déclaration de Middlebury, dans laquelle ils ont détaillé leur plan pour encourager les mouvements sécessionnistes à travers le monde, en plus de leur tâche ultime, la dissolution pacifique de l'Empire américain. Avec la croyance répandue que la guerre en Irak était vraiment liée à l'accès au pétrole, il était logique de confondre les problèmes environnementaux avec une dénonciation de la puissance militaire américaine. En 2005, Naylor a fondé l'Institut Middlebury, avec Kirkpatrick Sale, un journaliste du New York Times, surtout connu pour avoir dirigé un groupe appelé les Néoludites et enclin à des cascades anti-technologie comme fracasser des ordinateurs sur scène. Sale a également écrit un livre critiquant Columbus pour ses abus des droits de l'homme. Véhémentement anti-guerre et écologiste, le Seconde République du Vermont jouait sur une certaine image du progressisme du Vermont, mais cela était loin de toute l'histoire. Naylor est né au Mississippi et était auparavant professeur émérite d'économie à l'université Duke. Il a déménagé au Vermont en 1993, poussé par la violence urbaine aux États-Unis. Au Vermont, Naylor a fait la connaissance du diplomate à la retraite George Kennan. Kennan, le plus célèbre diplomate du XXe siècle, était l'architecte de la politique de containment durant la guerre froide.
Mais il était aussi un critique ouvert de la guerre du Vietnam et, plus tard, de la guerre en Irak. Kennan a suggéré que les États-Unis soient divisés en une douzaine de petites républiques, croyant que l'immigration en provenance des nations d'Amérique latine rendrait bientôt le pays trop culturellement fragmenté pour fonctionner efficacement. Le Seconde République du Vermont est profondément lié au mouvement néo-confédéré. Ils partagent un mentor intellectuel à l'université Emory, le professeur Donald Livingston, qui a beaucoup écrit sur la guerre civile, la présentant comme une agression non provoquée par le Nord. Beaucoup de membres du Seconde République du Vermont appartiennent aussi à l'Institut Abbeville, l'organe universitaire de la Ligue du Sud. Thomas DiLorenzo, membre de l'Institut Abbeville et professeur à l'Université Loyola, a écrit The Real Lincoln, un livre de 2002 postulant que la guerre civile a été fomentée dans le but express d'éliminer le droit constitutionnel des États à faire sécession. En 2007, sa deuxième année, la Seconde République du Vermont co-organisait la convention séparatiste avec la Ligue du Sud, et la réunion s'est terminée par un chant collectif de Dixie, l'hymne national non officiel de la Confédération. Mais maintenant, il est temps de parler de l'État, qui vient toujours à l'esprit quand on parle d'un seul État essayant de faire sécession, le Texas. Les plans de la Ligue du Sud pour la sécession incluent naturellement la puissance économique qu'est le Texas, mais le Texas a des plans pour une nation à lui. En 2021, des représentants de l'État ont introduit un projet de loi pour quitter les États-Unis et instaurer une république autonome. Ce fut une victoire énorme pour le mouvement nationaliste du Texas et son président, Daniel Miller, qui y travaillait depuis 2005. Miller promeut le Texas First Pledge, où les signataires s'engagent à renforcer la sécurité à la frontière mexicaine, favoriser l'autonomie culturelle et économique, et surtout soutenir tout acte ou loi qui renforce la liberté et l'indépendance du Texas. Plus d'une centaine de candidats d'États et locaux ont signé le Texas First Pledge, y compris le commissaire à l'agriculture en exercice. Le mouvement nationaliste du Texas, comme d'autres groupes sécessionnistes, a bénéficié de fonds russes via une organisation à but non lucratif. Il serait étonnant que le Texas n'ait pas un mouvement d'indépendance actif. L'État de l'Étoile solitaire a fonctionné comme une république souveraine pendant seulement 10 ans, de 1836 à 1846, mais l'indépendance a été affectueusement rappelée depuis lors. Les initiés politiques spéculent que l'affinité du Texas pour l'indépendance vient en cycle régulier, invariablement lorsque les démocrates contrôlent pas le gouvernement fédéral et peuvent donc être ignorés en toute sécurité. Néanmoins, des experts ont fait des remarques similaires sur le vote du Brexit, d'où le mouvement nationaliste texan tire son terme, Texit. Les appels pour le Texit ont augmenté à la suite de l'élection de Biden en 2020 et de l'annulation du pipeline Keystone XL. En 2020, le député Randy Weber a posté une image sur Facebook montrant le Texas être arraché de force du reste du pays. La légende indiquait « Je crois qu'il est temps, tout le monde ». Contrairement à d'autres États, les mouvements sécessionnistes au Texas ont bénéficié d'un important soutien institutionnel. À un rassemblement en 2009, l'ex-gouverneur Rick Perry a affirmé que le Texas, de par son passé de république indépendante, avait le droit de faire sécession. Perry a cependant rétracté ses propos par la suite. Dans un discours à Texas A&M en 2021, le sénateur Ted Cruz a dit aux étudiants « Nous n'en sommes pas encore là. Et s'il arrive un moment où c'est sans espoir, je pense que nous prenons la Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace nous prenons l'armée. Nous prenons le pétrole. » En 2022, 5 des 8 candidats à la primaire républicaine pour le poste de gouverneur se sont publiquement engagés envers le Texas, remportant ensemble près d'un tiers des voix. Le Texas pourrait s'adapter à l'indépendance. Son produit brut d'État d'environ 2 billions de dollars, le deuxième du pays après la Californie, donnerait à un État souverain la 10e économie la plus grande du monde, plus grande que celle du Canada et de l'Australie. Les Rangers du Texas seraient disposés à gérer les questions de sécurité nationale. Pourtant, un Texas indépendant pourrait toujours rencontrer des problèmes financiers. En 2019, le Texas a payé 272 milliards de dollars au gouvernement fédéral et a reçu en retour 300 milliards. L'argent fédéral représente généralement un tiers du budget de l'État. Un expert estime qu'une nation du Texas devrait trouver un moyen d'obtenir environ 9 000 dollars supplémentaires par personne y vivant, peut-être par le biais de l'impôt sur le revenu ou des taxes de vente. Étant un lieu sans impôt sur le revenu d'État actuellement, cela pourrait être un pont trop loin. Alternativement, avec l'argent gardé plus près de chez eux, les citoyens d'un Texas indépendant pourraient en trouver que leurs cœurs ont grandi tout autant que la terre. Mais le seul État à avoir encore plus de terre que le Texas a également des ambitions de faire cavalier seul. Alaska. L'Alaska est un monde à part. Il est déjà plus grand que de nombreux autres pays. Il regorge de ressources naturelles. Pourquoi ne tenterait-il pas l'indépendance? Eh bien, ils y travaillent. En 1958, un référendum sur l'avenir a été tenu en Alaska.
Les électeurs n'avaient ensuite que deux choix, rester un territoire ou devenir un État. Selon les fondateurs du Parti de l'indépendance de l'Alaska, ou Parti de l'indépendance de l'Alaska, cela rendait toute la chose illégitime. Fondé en 1973 par Joe Vogler, un ancien mineur d'or, le Parti de l'indépendance de l'Alaska soutenait que le référendum de 1958 était invalide car il aurait dû donner aux électeurs l'option de devenir une nation indépendante, ou au moins un Commonwealth. Il est à noter que la distinction entre un Commonwealth et un État est purement sémantique, sans impact juridique. Pendant des décennies, Vogler a dirigé le Parti de l'indépendance de l'Alaska comme un troisième parti similaire au Parti de la Constitution théocratique, anciennement les États-Unis. Il a postulé en tant que gouverneur en 1982 sous le Parti des contribuables et a montré sa pensée innovante en suggérant l'utilisation d'armes nucléaires pour éliminer les glaciers problématiques. En 1990, Wally Hickel, ancien secrétaire de l'Intérieur sous Nixon, a été élu gouverneur sous l'étiquette de le Parti de l'indépendance de l'Alaska, l'un des rares candidats de tiers parti à remporter un poste de gouverneur. En 1993, Joe Vogler devait présenter ses idées sur l'indépendance de l'Alaska aux Nations Unies, mais avant qu'il en ait eu l'occasion, il a été tué lors d'un vol qui a mal tourné. Cependant, les membres de le Parti de l'indépendance de l'Alaska ont trouvé le timing trop opportun et ont soupçonné des assassinats politiques avec le vol comme couverture. Cependant, cette couverture n'a jamais été vérifiée. Le gouverneur Hickel n'a jamais soutenu les objectifs de sécession de le Parti de l'indépendance de l'Alaska. Il a joué un rôle clé pour obtenir l'Alaska dans les 50. Après la mort de Vogel, Hickel a rejoint le Parti républicain. Le nouveau chef de le Parti de l'indépendance de l'Alaska, Mark Crisson, a délaissé la sécession et a rapproché le parti des autres partis conservateurs tiers, fermement pro-vie, anti-contrôle des armes à feu, favorisant l'éducation à domicile et un gouvernement limité. Au lieu d'une sécession immédiate, le Parti de l'indépendance de l'Alaska a maintenant appelé à un autre référendum avec des indépendants sur le bulletin de vote. Cependant, le parti a envoyé des délégués aux conventions sécessionnistes nord-américaines. Ils ont fait les bruits requis sur les droits des États, le vol fiscaliste et la peur d'un nouvel ordre mondial. Et Crisson a nourri une jeune politicienne nommée Sarah Palin, l'aidant à devenir d'abord maire de Wasilla, puis gouverneur, et finalement la candidate républicaine à la vice-présidence en 2008. La même année, Palin a envoyé un message vidéo à la convention de le Parti de l'indépendance de l'Alaska à Fairbanks, leur disant de continuer le bon travail. Le message de Palin évoquait les valeurs pionnières, l'autosuffisance et un gouvernement restreint. Cependant, ces États cofrontaliers bénéficient souvent le plus du soutien gouvernemental. Les profits de l'extraction pétrolière et minière sont investis et préservés dans le fonds permanent de l'Alaska. En 2019, le fonds valait environ 64 milliards de dollars et versait à chaque résident un dividende annuel moyen de 1 600 $. Certains l'appellent le seul exemple fonctionnel d'un revenu de base universel dans le pays. Ce qui nous mène maintenant au Grand Lac Salé, où un exemple plus historique de sécession nous attend. Déseret. Comme le Texas, les mouvements de sécession les plus actifs peuvent parfois provenir de lieux qui ont été indépendants, même brièvement. C'était le cas pour Déseret, l'État-nation proposé par l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, ou comme ils sont plus communément connus, les Mormons. Chassés de l'Illinois, les Mormons sont arrivés dans la vallée de Salt Lake en 1847. Ils ont initialement demandé l'admission en tant qu'État sous le nom de Déseret, qui est le nom d'une abeille, dans le livre de Mormon, un symbole de l'industrie et de la communauté. Comme proposé pour la première fois en 1850, l'État de Déseret aurait été immense, englobant non seulement tout l'Utah moderne, mais aussi des portions de la Californie, du Colorado, de l'Idaho, du Wyoming, de l'Arizona, de l'Oregon, du Nouveau-Mexique et du Nevada. Mais les Mormons sont devenus des cibles de l'indignation pour leur pratique de la polygamie. Leur première demande d'adhésion à l'État a été refusée, et en 1857, le président James Buchanan a envoyé 2500 soldats, soit environ un tiers de toute l'armée en temps de paix, pour apaiser les troubles et remplacer Brigham Young en tant que gouverneur territorial. La soi-disant guerre de l'Utah a été réglée principalement par des moyens diplomatiques, plus ou moins un massacre ou deux. Brigham Young a quitté et la population non mormone a grandi. En 1890, Wilford Woodruff, alors président de l'Église. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a annoncé que la pratique de la polygamie parmi les Mormons devait prendre fin. 5 ans après ce changement, l'Utah est devenu le 45e État. En 2018, Twitter a commencé à voir des tweets marqués #DeathNat, appelant à la création d'un État-nation souverain de Déseret, une théocratie dirigée par les Mormons dont les frontières englobaient et dépassaient l'État moderne de l'Utah. Certains utilisateurs ont utilisé l'imagerie néo-nazie pour suggérer que Déseret serait un ethno-État blanc. Le hashtag a été créé par Logan Smith, un résident de l'Idaho, qui croyait que les Mormons devraient être unis spirituellement, moralement, économiquement et politiquement.
Les utilisateurs ont été accusés de harceler les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres non mormons, féministes et producteurs de pornographie. Le mouvement a également réintroduit le concept d'expiation par le sang, une idée reniée par les mormons mainstream, mais courante dans les cercles fondamentalistes. En 2021, des journalistes ont identifié un posteur prolifique de contenu Death Note raciste et antisémite comme étant Matthias Sikot, un procureur général adjoint en Alaska. Sikot a finalement été licencié à la suite de cela. Comme tant d'autres choses en ligne, l'outrance des tweets obscurcit la vérité des sentiments qui se cachent derrière, qui vont probablement du croyant convaincu à quelqu'un qui prétend simplement plaisanter. New York. Il n'y a peut-être pas d'endroit dans le pays qui revendique plus d'autosuffisance que New York City, célèbre insomnique et moteur des marchés financiers mondiaux. Pourtant, New York a connu étonnamment peu de tentatives de sécession. Pendant la période précédant la guerre civile, le maire démocrate Fernando Wood a proposé que la ville fasse sécession pour devenir une cité-État indépendante appelée la Cité libre de Triinsula, composée de Manhattan, Long Island et Staten Island. Comme beaucoup de nordistes, le maire Wood craignait une perturbation du commerce du coton avec l'Europe. La proposition de Wood n'a jamais progressé et a été complètement éclipsée par le patriotisme fervent à l'éclatement de la guerre. Néanmoins, la guerre demeurait très impopulaire en ville, culminant en émeutes contre la conscription en 1863. Au nord de la ville, une ville est allée jusqu'à se séparer formellement. Les résidents de Town Line, New York, ont voté pour se séparer, mais comme la ville n'était pas incorporée, le vote n'avait aucune portée légale, et la Confédération a refusé de reconnaître le hameau sécessionniste. Sans reconnaissance légale de sa sécession, Town Line a réintégré l'Union de manière cérémonielle en 1946. En général, New York a été plus orienté vers la partition que vers la sécession. En 1969, l'auteur Norman Mailer a candidaté à la mairie avec un programme visant à faire de New York le 51e État des États-Unis. Selon Mailer, la ville aurait pu garder le nom de New York. Le reste de l'État pourrait s'appeler Buffalo. Lorsque l'ancien maire Michael Bloomberg a témoigné en 2011 que la ville avait payé 11 milliards de dollars de plus à l'État en taxes qu'elle n'en avait reçues en retour, cela a ravivé les appels pour que la ville de New York prenne son propre chemin. Certaines régions de l'État de New York sont parfois pressées de s'éloigner, se sentant délaissées par la politique de l'État et méfiantes envers les lois environnementales, comme les interdictions de la fracturation hydraulique. Alors que le souvenir de la guerre civile s'éloigne dans le passé, la sécession peut sembler être une solution plausible pour notre nation polarisée. Que cette rupture apparaisse au cœur de l'ancienne Confédération ou aux limites occidentales de l'Empire, le premier mouvement d'indépendance réussi pourrait créer une réaction en chaîne d'imitateurs. Si rien d'autre, les écoliers de tout le pays auront besoin d'une nouvelle formulation pour leur récitation quotidienne. Une nation indivisible.